Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition du mardi 11 janvier 2011, nous évoquerons les vœux de Jean-Paul Fournier au nom de la communauté d'agglomération hier soir au siège de Nîmes Métropole. Il sera également question dans ce journal de la polémique qui continue concernant le grand mur de la route d'Alès et du bras de fer juridique entamé par le comité de quartier et les riverains concernés. Enfin, nous vous ferons découvrir la dernière exposition de Carré d'Art qui rend hommage aux dons des mécènes qui ont enrichi depuis 20 ans les collections du musée nîmois. Il y avait donc foule hier soir au siège de Nîmes Métropole à l'occasion de la présentation des vœux du président de l'agglomération nîmoise, Jean-Paul Fournier. Plusieurs centaines de personnes se sont ainsi pressées au Colisée. Un vaste parterre, parmi lesquels des élus, des représentants des institutions et des habitants du territoire de Nîmes Métropole venus écouter le bilan de l'année écoulée et les projets pour 2011. L'occasion pour Jean-Paul Fournier d'évoquer l'avenir et le changement de statut de l'aéroport de Nîmes-Garons, les nouvelles compétences de l'agglo, notamment concernant le traitement des ordures ménagères ou encore le futur transport collectif en site propre. Un trambus toujours au centre des discussions, moins d'une semaine avant le grand lancement des travaux prévus sur l'axe République, Esplanade et sur le pourtour de l'Écusson. Un chantier qui durera, rappelons-le, 1 an et demi. Je vous propose d'écouter le président de Nîmes Métropole, interrogé par Alain Bellon. Souhaiter à cette grande famille de 27 communes, écoutez, que nous sommes là, nous les élus, pour préparer l'avenir pour les enfants et les petits-enfants. Je crois qu'ils peuvent être assurés de notre volonté des élus communautaires, à savoir les 27 maires et les 101 délégués communautaires, pour que cette année 2011 soit une belle année pour eux. Comment s'est faite cette transition et comment sera 2011 ? Écoutez, on a rappelé un petit peu ce qui s'est fait en 2010 et on s'est projeté sur cette année 2011 pour parler de l'ensemble des réalisations. Donc, avec une nouvelle compétence qui vient d'être prise, à savoir le traitement des déchets ménagers depuis quelques jours sur les 27 communes. Puis le dossier du TCSP, puisque le TCSP va démarrer lundi prochain, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les clous pour pouvoir inaugurer cette première ligne à la mi-2012. Et puis des chantiers qui se poursuivent, notamment la SMAC qui monte, et puis des nouvelles compétences qui pourraient être prises sur l'année 2012, à savoir l'enseignement de la musique et de la danse, à savoir la petite enfance également. Donc des dossiers aussi très lourds pour notre agglomération que nous suivons de près. Est-ce qu'il y aura d'autres communes qui vont rejoindre Nîmes Métropole ? Alors écoutez, aujourd'hui c'est pas l'ordre du jour, mais effectivement dans le cadre de la loi sur les nouvelles collectivités, sur les compétences collectivités, le préfet sera peut-être amené à discuter avec certaines communes pour les raccrocher à Nîmes Métropole, mais aujourd'hui c'est pas dans l'ordre des choses. Il y a beaucoup de dossiers qui sont en cours comme l'aéroport. Non, si vous voulez, l'aéroport, c'est un dossier qu'on suit de près parce qu'effectivement, d'abord on veut sauver cet aéroport, ensuite on veut surtout sauver les emplois qui sont sur cet aéroport, à savoir 750 emplois. J'ai un rendez-vous au ministère de la Défense le 19 janvier prochain pour en parler. Donc je pense qu'on pourra annoncer plutôt des bonnes nouvelles puisqu'on a comme partenaire, il faut le savoir, l'agglo d'Alès et le Conseil général du Gard et qu'on est tous mobilisés sur ce dossier. Et ce soir, la préfecture du Gard annonce le passage du niveau 3 au niveau 2 du plan départemental d'hébergement des personnes sans abri. Une décision motivée par l'évolution des conditions météorologiques et des prévisions de hausse de température annoncées pour les prochains jours. Et puis c'est aujourd'hui que Maître Pierre-Henri Blanc a tenu une conférence sur la situation concernant le mur de la discorde présenté par plusieurs riverains de la route d'Alès comme le mur de la honte. Au centre des débats, un permis de construire dont la légalité est remise en cause par le comité de quartier de la route d'Alès concerné par la vision de ce mur haut de 6 mètres et long de 130 mètres. Des travaux contraires au code de l'urbanisme selon les avocats des riverains. Le point sur ce dossier avec Olivier Michel. L'histoire du mur de la route d'Alès commence en avril 2008, date de signature de son permis de construire par le service d'urbanisme de la ville de Nîmes. En août 2009, ce mur dit de clôture et de soutènement sort de terre. Les riverains stupéfaits face à l'ampleur de l'édifice, de 130 mètres de long avec des hauteurs allant jusqu'à 7 mètres, saisissent le tribunal administratif.
Ces derniers demandent la suspension des travaux, mais face à l'avancement de ces travaux, le tribunal décide de ne pas statuer et de renvoyer le dossier. La mairie, pour sa part, reconnaît son erreur. C'est quand même une erreur, il n'y a pas d'autre mot. Je crois qu'il y a eu une erreur d'instruction et je pense qu'on peut faire une erreur d'instruction, mais celle-là est énorme. Finalement, c'est en mai 2010 que le tribunal administratif rend son jugement. Il reconnaît l'irrégularité du mur et annule l'autorisation de construire. Ce jugement nous donne effectivement raison, et il nous donne raison sur des raisons de fond, c'est-à-dire des raisons qui ne sont pas régularisables par le bénéficiaire de l'autorisation. Ultime recours pour le propriétaire, le pourvoi en cassation. Un pourvoi rejeté par le Conseil d'État le 23 décembre dernier, classant définitivement le mur comme construction illégale. Les associations de riverains et comités de quartier vont donc forcer Jean-Paul Fournier à agir via l'envoi cette semaine d'une mise en demeure afin qu'il saisisse le tribunal de grande instance, seul habilité à ordonner la démolition du mur. Je vous propose justement d'écouter l'avocat des associations de riverains, interrogé en fin d'après-midi par Olivier Michel. Bien, la solution aujourd'hui, elle nous vient de M. Fournier lui-même, c'est-à-dire non pas M. Fournier le maire, mais M. Fournier le sénateur, puisqu'il a voté en juillet 2010 une loi Grenelle 2 qui prévoit que la commune peut agir devant le juge judiciaire pour demander la démolition. C'est ce que nous lui demandons. C'est une obligation. Il doit le faire et s'il ne le faisait pas, on se substituera à sa carence. On substituera sa carence en agissant nous-mêmes, en demandant au tribunal administratif l'autorisation d'agir au nom de la commune en démolition. Et rappelons que le sénateur-maire de Nîmes dispose de 2 mois pour réagir. Un premier élément de réponse certainement samedi matin à l'occasion du premier conseil municipal de l'année 2011 avec une question écrite sur ce dossier qui sera à l'ordre du jour. À la page judiciaire, deuxième journée d'audience aux assises de l'Hérault à Montpellier avec la suite du procès Bissonnet et l'audition ce mardi des enquêteurs prévenus par l'accusé le soir du meurtre le 11 mars 2008. Des gendarmes qui ont été amenés à décrire la scène du crime devant les jurés avec la découverte du corps de la victime Bernadette Bissonnet. Des divergences sont apparues entre la version des enquêteurs et celle de l'accusé, compte rendu d'audience avec Maxence Kérébel. C'est terrible de mentir, vous ne faites pas honneur à la gendarmerie. C'est par ces mots que Jean-Michel Bissonnet s'en est pris un enquêteur devant la cour d'assises. Le soir du meurtre, le mari de la victime appelle les gendarmes. Sur place, les enquêteurs le trouvent tour à tour désopilant, passant du rire aux larmes, parfois agressif. Face à ces propos, Jean-Michel Bissonnet s'emporte. Il vient de traiter un officier de gendarmerie en charge de l'enquête de menteur devant la cour d'assises alors que celui-ci venait simplement d'expliquer les conditions dans lesquelles il était arrivé sur les lieux et les conditions dans lesquelles il avait simplement expliqué à Jean-Michel Bissonnet qu'il fallait geler la scène de crime. Il n'est pas sorti de ses gonds, c'est un homme qui n'a pas supporté qu'un gendarme qui avait révisé ses procès-verbaux vienne donner une version de ce qui s'est passé immédiatement après les faits, qui n'est pas conforme à la vérité ou à sa vérité. Le soir du 11 mars 2008, dans cette maison, les gendarmes découvrent le corps sans vie de Bernadette Bissonnet, allongé dans une mare de sang. Des impacts de plomb un peu partout dans le hall d'entrée, sur le sol des traces de sang en partie essuyées à la serpillière. Jean-Michel Bissonnet dit avoir commencé à nettoyer. Devant la cour, cette attitude fait débat. Les traces de sang qui ont été effacées ont laissé immédiatement planer un soupçon sur M. Bissonnet. Or, l'enquête révèle que les traces de sang, notamment dans l'escalier, et même dans l'entrée, ont été effacées par M. Béziane Belkacem lui-même. Et les enquêteurs vont l'apprendre, mais ils vont quand même persister dans ce soupçon. S'il fait ce qu'il dit, il a nécessairement du sang sur son pantalon parce qu'il dit s'agenouiller et il a du sang sur ses chaussures. Or, nous savons qu'il n'y a pas de sang sur le pantalon, pas de sang sur les chaussures. Pourquoi M. Bissonnet, lorsqu'il arrive, lorsqu'il constate, parce qu'il est monté à l'étage, qu'il y a des traces de sang à l'étage, pourquoi s'empresse-t-il de prendre une serpillière? L'audience ensuite devient pesante. Un technicien de la gendarmerie montre à la cour des photos de la scène du crime. On aperçoit alors le corps de Bernadette Bissonnet. Seule une pièce de tissu cache son visage. Un moment très difficile pour la famille de la victime. Je vois pas ce qu'elles amènent vraiment au débat. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu du voyeurisme, mais bon, en même temps, je préfère qu'on montre tout. Et d'ailleurs, c'est le reproche que j'ai un peu à faire, c'est que j'ai l'impression qu'on ne veut pas tout montrer non plus, ou qu'on ne veut pas tout entendre. Reprise de l'audience demain à 9h. L'auteur des coups de feu, Béziane Belkacem, livrera à la cour sa version des faits.
Et au chapitre culturel de ce journal, Nîmes rend hommage à l'art contemporain au travers d'une exposition exceptionnelle qui a été présentée hier lundi. La direction de Carré d'Art a en effet souhaité saluer les dons effectués par ses mécènes au cours des 2 dernières décennies, notamment via les fondations Scalaire et Clarence Westbury. Des œuvres réunies au sein d'une exposition qu'ont découvert hier les responsables municipaux, mais également l'ancien député maire de Nîmes, Jean Bousquet, à l'origine de la création de Carré d'Art. Une visite à laquelle Franck Chessagnon nous convie. 12 artistes, 20 œuvres pour une nouvelle exposition. Le musée d'art contemporain Carré d'Art rend hommage jusqu'au mois de mars aux mécènes. On connaît bien le mécénat médical, on connaît bien le mécénat en direction de l'environnement. C'est vrai que peut-être que le mécénat culturel, qui était très important dans les années 80, tente un peu à décliner. Et donc je pense que c'est important de mettre sous les feux de la rampe un investissement comme ça d'une personne. Car cette exposition, on la doit à la famille Boissonnat. Depuis 20 ans, cette grande famille passionnée d'art contemporain reste fidèle à Carré d'Art. Il y a vraiment une joie de voir rassembler ces œuvres que j'ai pas vues certaines depuis un certain temps. Je suis encouragé à continuer, très encouragé à continuer. Et dans la direction qui a été la nôtre dès l'origine, c'est-à-dire plutôt des œuvres à tendance figurative. Aujourd'hui, un quart des œuvres de Carré d'Art sont issues du mécénat. Et c'est cette semaine que débute la 21e édition du Festival de Flamenco de Nîmes, un cycle qui s'est ouvert avec le spectacle Majaretas, proposé aux scolaires et qui décline une fusion entre les arts du cirque et l'univers du flamenco, une création proposée par la compagnie Alba Dulac, qu'a rencontré cet après-midi Nicolas Pinchino. En ouverture de ce 21e festival de flamenco de Nîmes, c'est la compagnie Alba du Lac qui propose son dernier spectacle jeune public, Majaretas. Né de la rencontre d'une danseuse flamenca, Angeles, et d'un jongleur, Antonio, la compagnie mêle les arts du cirque sur des rythmes de bulería et autres alegría. Au début, on voulait faire voilà, en parodie, non, des temps modernes, non, de travailler avec une structure, non, présenter une télévision, un programme de télévision, et après ça se casse, tout se casse, la télévision explose, et on fait tout un voyage pour l'intérieur du télé. Au début, lui est venu avec son école de cirque et son apprentissage. Il avait ce rythme. Moi, j'avais le flamenco. Donc, tout a commencé au départ avec un paso a dos. Dans ce paso a dos, Antonio avait les idées très claires sur ce qu'il voulait faire et comment il voulait le faire et surtout sur le rythme. Donc, tout ça est parti d'un paso a dos. C'est comme ça qu'a commencé la compagnie. Au fil des tableaux, le flamenco rythme les acrobaties et jongleries du spectacle. Et pour garder le spectateur en écoute, le rythme parfois s'emballe et s'oriente dans un style plus rock. La compagnie Alba du Lac démontre bien à ceux qui en douteraient que le flamenco est vivant qu'il évolue. La preuve, ce spectacle Majaretas, entre cirque et spectacle de rue sur fond de flamenco. Et la dernière représentation de ce spectacle Majaretas s'est annoncée demain mercredi à 18h30 au Théâtre de Nîmes. Toujours au chapitre artistique, un mot de tauromachie avec l'annonce de la prise d'alternative du novillero français Thomas Joubert en ouverture de la prochaine Feria d'Arles. Une information confirmée cet après-midi par le manager du jeune torero arlésien que vous redécouvrez en images et qui sera donc sacré matador de toros le 22 avril prochain des mains d'El Juli et en présence de José María Manzanares II face à des taureaux de Garcigrande.
Rappelons que Thomas Joubert était l'invité la semaine dernière de l'émission Tendido Sud et que celui-ci a pris en 2010 un total de 17 noviades pour une coupe finale de 13 oreilles entre la France et l'Espagne. La présentation officielle des cartels de la Feria de Pâques, qui se déroulera du 22 au 25 avril 2011 aux arènes d'Arles, s'effectuera le samedi 29 janvier au Palais des Congrès d'Arles. Et puis on va rester à Arles avec la signature annoncée du défenseur de Valenciennes, c'est du football. Bobo Baldé qui doit s'engager avec l'ACA jusqu'en juin 2012. Ce joueur natif de Marseille a résilié ce matin son contrat avec Valenciennes pour des raisons personnelles et familiales. Baldé souhaitant se rapprocher de sa région d'origine. Rappelons que l'ACA, qui s'est récemment séparée de Benjamin Psaume et de son directeur sportif Fabrice Berton, est toujours sur la piste d'un arrière droit. Les noms de Bernard Mendy circulent notamment. Et puis encore mieux qu'un contrat juteux de football, deux Arlésiens, amis de 20 ans, vont se partager la cagnotte de 10 millions d'euros mise en jeu par le Super Loto du Nouvel An. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas ce soir votre soirée foot sur Télémiroir avec Croco Hebdo. À partir de 20h45, le milieu togolais du Nîmes olympique, Komlan Ameou, sera notre invité. Aux côtés d'Olivier Martinez et de Patrick Champ, nous reviendrons très largement sur la qualification des Crocos pour les 16e de finale de la Coupe de France. Et puis, après cette émission, le match du soir, il s'agit du Nîmes olympique contre Metz. Prochain rendez-vous avec l'info demain, 12h30 pour le flash avec Franck Chassagnon. Je vous retrouverai pour ma part à 18h30 avec Tendido Sud qui aura pour invité Thomas Dufaux. Merci de votre fidélité. Et très belle soirée sur Télémiroir et Télé Sud. Au revoir.